Peu de moments dans l'histoire royale ont ébranlé Buckingham Palace, comme le divorce du roi Charles et de la princesse Diana. C'était la fin d'un conte de fées qui n'en avait jamais vraiment été un, une histoire d'amour qui s'effilochait sous le poids du devoir, de la trahison et du chagrin. Diana n'était pas simplement une autre membre de la famille royale, elle était la royale. La princesse du peuple, adorée pour sa grâce et sa compassion, mais piégée dans un mariage qui n'avait rien d'un conte de fées. Derrière les diadèmes étincelants, sa réalité était faite de solitude, de souffrance et d'un amour qu'elle ne pourrait jamais vraiment revendiquer. Même aujourd'hui, son histoire refuse de s'effacer. Avec la série à succès de Netflix The Crown, ravivant d'anciennes blessures et son héritage planant toujours sur la famille royale, nous nous demandons, et si les choses avaient été différentes? Et surtout, qu'a à dire aujourd'hui le roi Charles, après toutes ces années? Restez avec nous pour découvrir cette révélation bouleversante. Et si vous aimez les analyses approfondies sur la royauté, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour en savoir plus. Entrons dans le vif du sujet. L'effondrement de leur mariage avait tous les éléments d'une tragédie shakespearienne, secret, tromperie et une reine qui a finalement dû intervenir pour mettre fin au scandale. Pour comprendre le moment où tout a basculé, il faut revenir à cette nuit-là. C'était une fête d'anniversaire pour nul autre que la sœur de Camilla Parker Bowles, un rassemblement en apparence innocent, sauf que rien n'était jamais vraiment innocent dans ce triangle amoureux. Diana était présente, traversant la pièce avec son élégance habituelle, mais sous cette apparence maîtrisée, elle était une femme au bord du gouffre. À ce moment-là, les rumeurs n'étaient plus de simples murmures. Elles étaient devenues impossibles à ignorer. Les regards échangés, les appels secrets, la présence persistante d'une autre femme dans son mariage, il était temps que la vérité éclate. Et ainsi, dans une salle remplie d'aristocrates et de figures de la haute société, Diana fit ce que peu auraient osé faire. Elle affronta Camilla en face à face. Grâce à Diana, Her True Story, in Her Own Words, d'Andrew Morton, qui ébranla la monarchie à sa parution en 1992, nous savons exactement ce qui a été dit. D'une voix calme mais inébranlable, Diana regarda Camilla droit dans les yeux et lui dit « Je sais ce qui se passe entre toi et Charles, et je veux juste que tu le saches. » Imaginez la tension de ce moment, le poids de ces années de tromperie enfin reconnues. Camilla, toujours impassible, ne nia pas. À la place, elle répondit quelque chose qui pourrait sembler audacieux, voire provoquant, mais qui collait parfaitement au contexte. « Tu as tout ce que tu as toujours voulu. Tous les hommes du monde tombent amoureux de toi et tu as 2 magnifiques enfants. Que veux-tu de plus? » C'était comme si elle disait « N'est-ce pas suffisant? » Mais la réponse de Diana était de celles qui restent en mémoire longtemps après avoir été prononcée. « Je veux mon mari. » Et d'un seul coup, l'illusion vola en éclats. En une seule phrase, Diana révéla une vérité simple mais déchirante. Elle ne cherchait ni admiration, ni richesse, ni statut. Elle avait tout cela. Elle voulait simplement l'amour qu'on lui avait promis. À partir de cet instant, plus de retour en arrière possible. La confrontation avait brisé les derniers remparts du mensonge, et bientôt, le monde entier connaîtrait la vérité. Alors que la tension entre Diana et Charles devenait intenable, la reine elle-même dut intervenir. Le divorce n'était pas une décision prise à la légère par la famille royale, mais même la monarchie ne pouvait pas perpétuer cette illusion indéfiniment. La séparation fut officialisée, entraînant des négociations sur tous les aspects, les accords financiers, la garde des princes William et Harry, et bien sûr, le titre royal de Diana. Chaque détail fut scruté, chaque décision fit la une des journaux. Mais au-delà des procédures légales, ce qui restait, c'était l'histoire d'une femme qui avait tout donné pour un amour qui ne lui appartenait jamais vraiment. Une femme qui quitta la famille la plus puissante du monde, non pas pour la fortune ou la célébrité, mais pour quelque chose d'encore plus précieux, sa liberté.
Le monde entier la regarda entamer un nouveau chapitre, libéré des attentes royales, mais portant à jamais le poids de son passé. Le divorce n'a jamais été une affaire simple au sein de la famille royale britannique. Cela arrive, certes, mais c'est toujours accueilli avec réticence, scandale et chuchotement derrière les portes du palais. Et dans le cas de Diana, The Firm, cette institution inébranlable de la monarchie, espérait initialement qu'elle et Charles trouveraient un terrain d'entente, malgré la tempête grandissante d'accusations et de trahisons. Mais comme le savent tous ceux qui ont regardé The Crown, ce mariage n'était pas réparable. Dès le début des années 90, il était clair que l'illusion d'une union heureuse s'était totalement effondrée. Et en décembre 1992, le Premier ministre britannique John Major rendit la séparation officielle, s'adressant au public et annonçant ce que beaucoup soupçonnaient déjà, Charles et Diana allèrent prendre des chemins séparés. Les médias, bien sûr, s'emballèrent. The New York Times rapporta que Buckingham Palace s'efforçait de souligner qu'il n'y avait pas de tierce personne impliquée dans la rupture. Mais soyons honnêtes, à ce stade, le monde entier avait déjà tiré ses propres conclusions. Même le NYT laissa entendre des rumeurs, citant des rapports non confirmés selon lesquels Charles s'était rapproché de Camilla Parker Bowles, une ancienne flamme d'avant son mariage. Et puis, il y avait Diana. Les journaux évoquèrent aussi un mystérieux appel téléphonique entre elle et un homme non identifié qui l'appelait Squidgy, et lui déclarait son amour, alimentant la spéculation selon laquelle elle et Charles avaient tous deux cherché de l'affection ailleurs. Pourtant, malgré les murmures et les gros titres, personne n'avait publiquement confirmé ce que beaucoup croyaient déjà, jusqu'à ce que Charles décide de s'exprimer sur la question. Avançons jusqu'en juin 1994, et le voilà assis pour une interview télévisée dans son domaine de Highgrove. Lorsqu'on lui demanda s'il avait été fidèle et honorable lorsqu'il avait épousé Diana, il répondit « Oui, absolument ». Mais l'intervieweur insista « Et vous l'avez été ?» C'est alors que Charles, dans son style réservé mais révélateur, admit « Oui, jusqu'à ce que cela devienne irrémédiablement brisé malgré tous nos efforts. » Et voilà, la première reconnaissance officielle que leur mariage n'avait jamais été fait pour durer. Mais si la confession de Charles fut un dévoilement progressif de la vérité, la réponse de Diana l'année suivante fut un véritable séisme. En novembre 1995, elle s'assit pour une interview désormais tristement célèbre avec l'émission Panorama de la BBC. Une interview dont nous savons aujourd'hui qu'elle fut obtenue de manière contraire à l'éthique, mais qui, à l'époque, ébranla la monarchie jusque dans ses fondements. Sous le regard du monde entier, Diana parla avec une franchise posée de sa vie au sein de la famille royale. Elle admit ses luttes, sa douleur et la solitude qu'elle avait endurée derrière les murs du palais. Puis, elle prononça ces mots qui sont depuis entrés dans l'histoire. « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré. Ce fut un moment de vérité brute, du genre que l'on entend rarement, voire jamais, de la part d'un membre de la famille royale. » Diana ne se contentait pas de confirmer ce que le monde soupçonnait déjà. Elle le disait avec ses propres mots, selon ses propres termes. Et pour beaucoup d'entre nous qui avions suivi son parcours, d'une jeune femme timide entrant sous les projecteurs royaux à une figure de force et d'indépendance, c'était à la fois bouleversant et puissant. Cette interview changea tout. La monarchie s'était longtemps construite sur le secret et la discrétion, mais Diana venait de briser le silence. Et bien que les papiers du divorce final ne soient assignés qu'à l'été 1996, à bien des égards, cette interview de Panorama fut la véritable fin. Ce fut le moment où Diana reprit sa voix, son histoire et, en fin de compte, sa liberté. En y repensant aujourd'hui, des décennies plus tard, cela semble encore être hier. Peu de temps après cette interview explosive, la reine elle-même intervint. Jusqu'alors, la famille royale avait fait preuve de patience, peut-être même trop,
face à l'effondrement du mariage de Charles et Diana. Mais après les révélations publiques de Diana, il devint évident pour tout le monde, y compris pour Sa Majesté, que ce chapitre devait se refermer. Le 21 décembre 1995, Buckingham Palace publia un communiqué officiel confirmant que la reine avait personnellement écrit à Charles et Diana, les exhortant à divorcer. Et lorsqu'une demande vient de la reine, eh bien, c'est plus un ordre royal qu'une simple suggestion. Pourtant, Diana ne se précipita pas. Peut-on lui en vouloir? C'était une femme qui était entrée dans la famille royale en jeune mariée, rêvant d'un conte de fées pour voir son mariage s'effondrer sous les yeux du monde entier. Alors, lorsqu'elle annonça finalement qu'elle acceptait le divorce, le 29 février 1996, ce fut avec un profond chagrin. Son porte-parole délivra la nouvelle, et son avocat, Anthony Julius, s'exprima sur la BBC, qualifiant cette décision d'exceptionnellement difficile, prise avec une immense tristesse et un profond regret. Pendant ce temps, à Buckingham Palace, la réaction fut, disons, diplomatique. Un porte-parole du palais déclara à la presse que la reine était très intéressée d'apprendre que la princesse de Galles avait accepté le divorce, ajoutant que tous les détails sur ces questions, y compris les titres, restaient à discuter et à régler. Cela prendra du temps. En d'autres termes, si les formalités étaient en cours, les négociations étaient loin d'être terminées. Et en parlant de négociations, le règlement financier qui en découla fut historique. D'abord, Diana eut le droit de conserver son titre emblématique, princesse de Galles. C'était le sien, après tout, synonyme de son image, de son engagement caritatif et du lien profond qu'elle avait tissé avec le public. Mais il y avait une contrepartie. Elle dut renoncer au titre d'Altesse royale, un changement qui signifiait qu'elle ne faisait officiellement plus partie de la famille royale. Certains y virent un coup dur, tandis que d'autres pensaient que Diana avait déjà conquis son propre pouvoir à ce stade. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, elle resterait à jamais princesse Diana dans le cœur du peuple, mais plus aux yeux de la monarchie. L'accord prévoyait également qu'elle puisse conserver ses appartements bien-aimés au palais de Kensington, une petite victoire, considérant qu'il s'agissait de son foyer depuis de nombreuses années. Elle bénéficia d'un accès aux jets royaux et fut même autorisée à utiliser les appartements d'État du palais Saint-James pour ses réceptions. Comme si le palais lui disait « Vous pouvez partir, mais pas trop loin ». Vint ensuite la question financière, et disons-le franchement, ce ne fut pas un règlement de divorce ordinaire. Buckingham Palace annonça que, plutôt que de percevoir une pension alimentaire mensuelle, Diana recevrait une somme forfaitaire. Les détails officiels ne furent jamais divulgués, mais selon The New York Times à l'époque, elle aurait quitté la famille royale avec 22,5 millions de dollars en cash, ainsi qu'une allocation annuelle de 600 000 dollars pour maintenir son bureau et son personnel. Une somme colossale, certes, mais quand on considère le prix qu'elle avait payé, sa vie privée, sa tranquillité, son bonheur, cela semblait à peine suffisant. Et bien sûr, il y avait une question plus importante que les titres ou l'argent, William et Harry. En fin de compte, Diana et Charles s'entendirent pour partager équitablement la garde de leur fils. L'arrangement ne posa pas de problème, car ils avaient déjà pris l'habitude d'alterner les vacances et de maintenir une dynamique de coparentalité relativement harmonieuse. S'il y avait bien une chose que Diana chérissait plus que tout, c'était son rôle de mère, et aucun divorce ne pourrait jamais changer cela. Et si vous pensez que tout s'arrêta avec leur séparation officielle, détrompez-vous. Le dernier chapitre restait à écrire. Si vous avez regardé The Crown, vous avez vu comment la série Netflix dépeint l'année qui suivit leur divorce. Une année qui, à bien des égards, ressemblait à un épilogue silencieux de leur relation tumultueuse. Ce fut un temps de transition, de guérison, et peut-être même de compréhension nouvelle entre deux personnes qui avaient été unies par le devoir, puis séparées par la désillusion. Dans la 6e et dernière saison, on voit quelque chose d'inattendu,
Une relation plus apaisée qui commence à se dessiner. On les observe, ces deux personnes qui avaient traversé tant d'épreuves, essayant désormais de naviguer une autre forme de lien. Ils continuaient à coparentaliser William et Harry, et bien que leur histoire d'amour fût depuis longtemps terminée, les fils de leur passé commun et leur dévotion envers leurs enfants les maintenaient liés. Il y a une scène dans la série qui marque les esprits, l'un de ces moments intimes et silencieux qui vous font vous demander « Et si les choses s'étaient passées autrement ?» Charles, incarné par Dominic West, regarde Diana, brillamment interprétée par Elizabeth Debicki, et reconnaît leur passé. Même si nous n'avons pas été brillants en tant que mari et femme, pouvons-nous l'être dans tout le reste? Une question simple, mais lourde de sens. Diana, avec cette chaleur familière dans son regard, répond qu'elle le pense sincèrement. Et Charles, presque avec nostalgie, remarque que ce n'est pas seulement pour leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. Et puis, il y a cette phrase qui flotte dans l'air, comme si Diana ne parlait pas seulement pour elle-même, mais pour tant de personnes qui ont dû renoncer à un rêve. Elle n'a pas pu garder l'homme de ses rêves, mais l'ami de ses rêves. C'est une belle pensée, n'est-ce pas? L'idée que malgré tout, après le chagrin, après la trahison, ils aient pu trouver quelque chose qui ressemblait à une amitié, un sentiment de paix. Et lorsque Charles, plus tard dans la saison, reçoit le conseil de se lancer dans une bataille médiatique contre Diana, de riposter contre les tabloïds qui la présentent comme indisciplinée, il refuse. Diana et moi nous entendons plutôt bien en ce moment. Je lui dois bien cela, dit-il. Un moment de grâce venant d'un homme qui, autrefois, semblait incapable de lui offrir cela. Mais, mes amis, nous devons toujours nous rappeler que The Crown est un drame historique, pas un documentaire. Et s'il capture l'esprit des événements réels, il prend aussi des libertés créatives. Alors, à quoi ressemblait vraiment leur relation après le divorce? L'expert royal Hugo Vickers, qui a conseillé la production, nous offre un aperçu de la réalité. Il décrit comment, malgré leurs différends, Charles et Diana ont fini par trouver un moyen d'être civils l'un envers l'autre. Je ne dirais pas qu'ils étaient soudainement devenus les meilleurs amis du monde, dit-il aux médias, mais comme c'est le cas pour de nombreux parents divorcés, avec le temps, les choses se stabilisent et cela ne devient pas plus difficile. Peut-être était-ce la grande ironie de leur relation, qu'après des années de lutte, ils avaient enfin atteint un certain respect mutuel, juste avant que le destin n'emporte Diana, l'amour partagé pour leur fils, leurs préoccupations communes quant à leur éducation, voilà ce qui les liait, même s'ils menaient des vies séparées. Et puis, bien sûr, il y a eu cette nuit fatidique d'août 1997, l'accident à Paris, la perte qui a bouleversé le monde. Juste au moment où Diana semblait écrire un nouveau chapitre de sa vie, il fut brutalement interrompu. Ah, mes amis, cette histoire ne se résume pas seulement à ce voyage solennel de retour de Paris, ni au gros titre tragique et à la vague de deuil qui a balayé le monde entier. Voyez-vous, l'histoire a une façon de simplifier les choses, de transformer de vraies personnes en symboles, de réduire des relations complexes à de simples récits d'amour et de trahison, de vainqueurs et de perdants. Mais la vie n'est jamais aussi binaire, n'est-ce pas? Et la vérité sur Charles et Diana, malgré tout ce qui s'est passé entre eux, est bien plus nuancée que le monde ne l'a jamais su. Pendant des années, nous les avons regardés. D'abord comme un couple doré, puis comme des adversaires en pleine bataille conjugale sous les yeux du public. Et pourtant, selon ceux qui les connaissaient, quelque chose a changé dans ces dernières années. Quelque chose d'inattendu. Tina Brown, journaliste chevronnée et biographe bien connectée dans les cercles royaux, a partagé un élément surprenant dans son livre The Diana Chronicles. Elle se souvenait d'un déjeuner avec Diana en 1997, peu avant la mort tragique de la princesse. Assise à cette table avec elle se trouvait nulle autre qu'Anna Wintour, la redoutable rédactrice en chef de Vogue. Et dans ce cadre intime, loin des caméras, Diana a parlé franchement de sa relation avec Charles.
À la fin de sa vie, Diana et Charles étaient en meilleurs termes qu'ils ne l'avaient été depuis très longtemps, écrit Brown. Imaginez cela. Après toute l'amertume, toutes les larmes, toutes les trahisons qui avaient de fait la une des tabloïds du monde entier, après que leur divorce ait été finalisé et qu'ils aient officiellement pris des chemins différents, ils avaient trouvé un nouveau rythme, un qui n'était plus marqué par les tensions du passé. Charles avait pris l'habitude de passer à Kensington Palace, poursuit Brown. Ils prenaient le thé ensemble et échangeaient quelques mots empreints d'une douce mélancolie. Ils arrivaient même à rire ensemble. C'est une image difficile à concilier avec le Charles et la Diana dont nous nous souvenons à travers les gros titres. Ce couple qui, autrefois, semblait si profondément en désaccord, chaque geste scruté par la presse. Et pourtant, n'est-ce pas ainsi que la vie fonctionne parfois? Les batailles les plus féroces peuvent parfois conduire aux compréhensions les plus profondes, et même les histoires d'amour les plus douloureuses ne se terminent pas toujours dans la haine. Diana, semble-t-il, avait atteint un certain apaisement. Les tensions s'étaient définitivement atténuées, observe Brown. Les garçons étaient plus âgés. Ils parlaient de leurs engagements caritatifs. Et elle avait accepté Camilla. Une chose qu'elle avait finalement comprise, c'était que Camilla était l'amour de la vie de Charles, et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse y faire. Voilà une prise de conscience qui a dû être difficile. Pendant si longtemps, Camilla avait été l'ombre planant sur leur mariage, la tierce personne silencieuse dans une union censée être exclusive. Et pourtant, à la fin, Diana avait cessé de lutter contre cela. Mais voici où les choses deviennent encore plus surprenantes. Selon Brown, Diana n'était pas totalement détachée de ses sentiments pour Charles. Elle croyait encore, au fond d'elle-même, qu'ils auraient pu y arriver. Lors de cette même conversation, elle aurait confié que si Charles l'avait voulu, elle serait retournée vers lui sans hésiter. Imaginez cela. Après tout, le chagrin, les trahisons, les années de surveillance médiatique, elle pensait toujours que, dans une autre vie, dans une autre époque, ils auraient pu avoir une chance. Malgré ces émotions persistantes, cependant, la relation entre Charles et Diana s'était transformée. Ce n'était plus un champ de bataille. La colère s'était apaisée, les blessures avaient commencé à cicatriser, pas en une amitié peut-être, mais en quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. L'historien royal Hugo Vickers attribue ce changement à quelque chose de simple mais de profond. Le temps. Les années leur avaient permis de prendre du recul, de se voir non plus comme des partenaires en échec, mais comme des coparents, unis à jamais par leurs enfants. Et en parlant de leurs enfants, William et Harry, eh bien, leur histoire est sans doute la plus déchirante de toutes. Vickers a noté que s'il n'y a pas eu de grande bataille pour la garde après le divorce, il y avait autre chose, quelque chose d'encore plus douloureux en jeu. Il y a eu des moments où les garçons ont été négligés par l'un et l'autre, a-t-il admis. Ils étaient adolescents, rappelez-vous, donc ils pouvaient en partie décider eux-mêmes où ils allaient. Et puis, bien sûr, est survenu le drame qui a tout changé. La mort soudaine et choquante de Diana en août 1997. Et en un clin d'œil, Charles, qui avait passé des années à apprendre à vivre en tant qu'homme divorcé, en tant que prince célibataire, a dû assumer un nouveau rôle, celui de père célibataire, de père en deuil. The Crown capture ce moment, cette transformation de Charles, alors qu'il pleure Diana aux côtés de leur fils. C'est l'une des images les plus marquantes de l'époque. Une famille, fracturée et imparfaite, désormais unie dans le deuil. Et voilà, la vérité derrière l'un des chapitres les plus bouleversants de l'histoire royale. Le temps a peut-être adouci les contours, mais l'écho de l'histoire de Diana et Charles résonne encore aujourd'hui, façonnant la monarchie contemporaine. Que pensez-vous du fait que le roi Charles ait enfin brisé le silence? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette analyse approfondie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour plus de révélations royales.
À bientôt, prenez soin de vous.